Bonjour à tous et bonjour à tous. Merci d'être présents à cette conférence de presse hebdomadaire du groupe de la France Insoumise. Je vais commencer par un point sur les questions internationales et évidemment vous dire que continuent encore et toujours les violations quotidiennes du cessez-le-feu à Gaza. Hier encore, il y a eu des frappes sur un commissariat qui ont fait 8 morts, donc déjà plus de 1100 Palestiniens, dont de nombreux enfants, ont été tués depuis octobre dernier et le prétendu cessez-le-feu annoncé par Donald Trump. Hier aussi, plusieurs ONG palestiniennes ont lancé une campagne pour documenter et dénoncer les violences sexuelles commises sur les détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. Et déjà, il y a des dizaines de témoignages qui affluent. Donc nous exigeons évidemment toujours et encore des actions urgentes pour arrêter le génocide et la colonisation en Palestine, et notamment, nous le redisons, la suspension de l'accord commercial entre l'Union européenne et Israël. De son côté, le président Trump continue d'alimenter les tensions et les menaces envers l'Iran. Il tente toujours de s'accaparer le détroit d'Ormuz avec d'abord la menace d'une taxe de 20% sur les navires pour finalement renoncer 24 heures plus tard. Il renouvelle aussi ses menaces de blocus sur les ports iraniens, alors que dans le même temps, à Cuba, le blocus imposé par Trump a encore entraîné une panne générale du système électrique. Et donc, je le redis, ces tensions internationales rendent toujours aussi importantes nos revendications sur le blocage des prix, notamment du carburant et de l'énergie, car c'est un sujet qui fait moins parler de lui ces jours-ci, mais qui est toujours très présent dans le pouvoir d'achat de nos concitoyens. L'équipe de France a été exemplaire, ce qui n'a pas été toujours le cas des responsables politiques qui en ont profité pour déverser leur racisme sur les joueurs de l'équipe de France. Et nous apportons évidemment notre soutien face à ces propos honteux qui sont surtout révélateurs du racisme systémique qui vise des millions de gens dans notre pays et qui sont évidemment insupportables. La semaine dernière, nous étions présents avec une délégation de parlementaires insoumis, donc Clémence Guettet, Sarah Legrain, Raphaël Arnaud, accompagnés de Jean-Luc Mélenchon. Nous étions présents au Festival d'Avignon pour notamment apporter notre soutien aux professionnels du spectacle vivant qui ont dénoncé d'une voix unique un paysage en ruine, mais aussi évidemment les coupes budgétaires à répétition dans la culture. Et nous le disons et nous le redisons avec force, avec nous, ce sera la fin des coupes budgétaires en 2027. Je tiens à saluer évidemment le travail des pompiers et des services publics qui ont été mobilisés, qui le sont toujours pour protéger la population de cette catastrophe écologique. En revanche, les victimes sont aussi évidemment celles de la faune et de la flore. Et je pense que c'est important aussi qu'on l'ait en tête. Fontainebleau, comme d'autres forêts, sont des repères de biodiversité, des lieux de préservation de la nature. Et le feu a fait des milliers de victimes animales. Et donc, c'est une autre conséquence du réchauffement climatique, du dérèglement climatique provoqué par les humains, mais subi par tout le vivant. On dénonce évidemment, comme beaucoup, le retard monumental de notre pays, 12 Canadair vieillissants. Ça montre à quel point nous ne sommes pas prêts pour faire face à l'intensification des épisodes violents que le dérèglement climatique entraîne. Attal, qui est candidat à la présidentielle, fait des promesses sur l'écologie. C'est le même qui a coupé 50 millions d'euros dans la sécurité civile quand il était Premier ministre et qui a conduit à l'annulation de commandes de 2 nouveaux Canadair. Donc la Macronie est définitivement disqualifiée pour parler d'écologie et nous a fait perdre 10 années supplémentaires. Il ne s'agira pas pour nous de se contenter de regarder les pyromanes quand les scientifiques nous montrent aussi le dérèglement climatique. Et donc, il faut vraiment ne pas se laisser non plus trop disperser par ces questions humaines et aussi se concentrer par les moyens que nous avons à lutter, que nous devons mettre en place pour lutter contre le changement climatique et la sécheresse qui frappe, je le redis, l'entièreté du pays. François-Noël Buffet, qui est auditionné par la commission des lois suite à la proposition de le nommer défenseur des droits. Alors évidemment, notre groupe parlementaire s'oppose totalement à sa nomination. Je rappelle, c'est un homme qui s'est opposé à la constitutionnalisation de l'IVG, qui a milité contre le mariage pour tous, qui ne peut pas être donc du coup le défenseur des droits. Sa nomination, c'est plutôt le signe de la fin du rôle de contre-pouvoir que doit avoir ce poste de défenseur des droits, très bien incarné d'ailleurs par Claire Hédon. Et donc, c'est encore une fois le président de la République qui essaie de tout détruire pour placer ses amis avant son départ de l'Élysée. Enfin, l'actualité parlementaire aujourd'hui, c'est encore le début de l'examen du PJL sur la protection des enfants. Je vous l'ai dit il y a 2 semaines, je crois, j'ai été élue contre l'avis du gouvernement co-rapporteur de ce PJL, qui est devenu un texte qui révèle exactement
l'inaction de la Macronie en matière de protection des enfants. Ce texte est devenu un fourre-tout opportuniste pour que Macron et ses gouvernements sauvent leur bilan désastreux sur l'enfance. Et donc, les débats vont commencer cet après-midi, dureront jusqu'à vendredi minuit. Et évidemment, nous avons un vote historique aujourd'hui avec le dernier vote sur la fin de vie. Et je vais laisser d'ailleurs ma collègue Élise Le Boucher en parler tout de suite. Pas sans savoir qu'aujourd'hui, 15 juillet 2026, nous avons enfin ce dernier vote, le vote définitif sur l'aide à mourir. Je dis enfin parce que nous sommes vraiment à l'aboutissement d'un long travail démocratique qu'il y a eu avec la Convention citoyenne et un long travail parlementaire avec, je le rappelle, 3 navettes entre l'Assemblée et le Sénat. 3 navettes qui ont permis de sécuriser, de consolider et de préciser le texte. Alors, pendant tous ces débats, on a beaucoup parlé de ce que n'était pas le texte, à qui il ne s'adressait pas. On a beaucoup parlé des soignants et des médecins, mais finalement très peu des personnes concernées, des malades, qui attendent aujourd'hui ce droit. Et je ne cesserai de le répéter, ce texte n'oblige personne. Beaucoup d'opposants sur les bancs de l'Assemblée, comme ceux du Sénat, ont parlé de risque de dérive dans ce texte. Mais c'est bien le principe même de l'aide à mourir qui est une dérive pour eux, alors que nous considérons que ce texte, que cette loi apporte une solution supplémentaire à des situations concrètes. Donc, vous savez, il est prévu un vote de l'Assemblée nationale, vote final sur la loi d'urgence agricole ce lundi, mais avant cela, demain, il y a une commission mixte paritaire qui sera décisive, qui pourra tout à fait échouer, et nous l'espérons. Pourquoi? Parce qu'après son passage au Sénat, cette loi d'urgence agricole est devenue carrément une horreur sanitaire et écologique absolue et une loi criminelle pour nos enfants, puisque contre la position de l'ordre des médecins, ce qui est inédit, et presque toutes les sociétés savantes et médicales, eh bien cette loi réautorise 2 pesticides dangereux qui s'attaquent directement au cerveau des enfants, aux connexions nerveuses qui sont retrouvées dans l'urine, dans le sperme, le placenta, mais surtout de façon surprenante et en pleine canicule et sécheresse, 219 sénateurs ont voté pour donner un droit absolu à l'agrobusiness d'accaparer l'eau sans limite. À l'heure où il y a des camions-citernes qui ravitaillent des villages en eau potable, que tout le monde cherche de l'eau, il y a 219 sénateurs qui viennent de décider qu'on va irriguer 2 fois plus en France, que désormais on s'en fiche de la non-régression environnementale et de la moitié des zones humides, alors que ce sont elles qui retiennent l'eau justement contre les sécheresses. C'est vous dire à quel point ce qui a été introduit par les sénateurs, c'est complètement dingue. Et évidemment qu'on doit faire absolument l'inverse. Évidemment, débloquer des aides immédiates pour adapter les cultures et les élevages au changement climatique, mais aussi leur assurer justement les conditions économiques pour qu'ils puissent faire cette transition. Donc, on va tenter de réintroduire les victoires que l'on a eues à l'Assemblée nationale, en l'occurrence des prix planchers pour les agriculteurs et une protection contre la concurrence déloyale. Je serai demain titulaire à la commission mixte paritaire avec ma collègue Manon Meunier qui sera suppléante. Je vous le dis, nous rendrons compte au fur et à mesure des discussions de la CMP, parce qu'il n'y a aucune raison que le peuple ne soit pas mis au courant de la façon dont se confirme ou non une telle horreur écologique et sanitaire. Et il reviendra ensuite peut-être aux députés de faire tomber cette loi incendiaire, sachant que même le MEDEF estime qu'il s'agit d'un accaparement sans contrepartie, je cite, sans contrainte et sans limite des ressources en eau pour un seul acteur, en l'occurrence l'agrobusiness. Alors, il y a une question quand même, que feront les députés du bloc présidentiel, et particulièrement les 2 présidents de groupe, M. Attal et M. Philippe, candidats à la présidentielle? Est-ce qu'ils assumeront de voter pour une telle loi criminelle pour nos enfants? Merci. Je vais revenir sur ce qui s'est passé mardi dernier à l'Assemblée autour du débat sur le permis de tuer. Enfin, si on peut appeler ça un débat, puisque en moins de 4 heures, le ministre Laurent Nunez a expédié une proposition de loi qui était dans le programme de Jean-Marie Le Pen, qui aura des conséquences mortelles pour la vie de dizaines de personnes dans ce pays, qu'il a utilisé un dispositif constitutionnel pour empêcher de discuter des sous-amendements. Et cette loi, elle est venue dans un contexte particulier. Elle est venue au moment où nous commémorions les 10 ans de la mort d'Adama Traoré. Et contrairement à ce que disent les responsables politiques de droite et d'extrême droite, cette affaire n'est pas réglée, puisqu'aujourd'hui la CEDH doit statuer sur la mort d'Adama Traoré. Et elle est venue aussi quelques jours après la décision du Conseil constitutionnel qui a dit et qui a cassé un arrêt de la Cour d'appel pour dire que le policier qui avait tué Naël devait être jugé devant une cour d'assises pour meurtre. Et je veux dire que les quelques arguments que nous avons entendus dans le cadre de l'échange à l'Assemblée et depuis une semaine sur les plateaux télé sont les mêmes
développée par le Parti socialiste en 2017 pour voter la loi L435-1 sur le code de sécurité intérieure. On nous avait déjà dit à l'époque que c'était une loi qui n'était pas dangereuse, qui n'aurait pas de conséquences, sauf que depuis 2017, le nombre de tirs mortels sur les véhicules en mouvement a été multiplié par 5 par ce texte de loi. Au moment où on tient la conférence de presse ce matin, nous sommes à 650 000 signatures. Et nous faisons la demande à Yael Braun-Pivet d'avoir un débat en hémicycle avant l'été sur ce texte de pétition. Et nous demandons évidemment le retrait du texte de loi qui est aujourd'hui minoritaire, qui n'a pas de majorité populaire, puisqu'il y a eu une très forte mobilisation largement au-delà du cadre de la gauche et des organisations syndicales qui se mobilisent pour dire que ce texte était dangereux. Et d'ailleurs, nous tiendrons une conférence de presse jeudi à l'Assemblée avec le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, Amnesty, la LDH, SAVE et l'ensemble des collectifs pour redire que nous maintenons la pression, que nous sommes attentifs et vigilants à la date de dépôt potentielle au Sénat et le retour à l'Assemblée potentiellement en CMP. Et je termine en disant une chose, quand nous arriverons au pouvoir en 2027, nous abrogerons 1. La loi de 2017 sur les refus d'obtempérer, 2. Si cette loi venait à être votée, nous l'abrogerons immédiatement. Et puis je vois que comme le groupe Bolloré est ce matin en campagne pour faire la défense de la Brave M, nous redisons ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier. Oui, la Brave M sera dissoute quand nous arriverons au pouvoir et la faire défiler le 14 juillet. Alors que depuis qu'elle a été réactivée, elle a multiplié les propos racistes, elle a passé à tabac des manifestants, elle a semé la terreur dans les rues du pays. C'était absolument indigne et personne dans ce pays n'a oublié que la Brave M, ce sont les héritiers des voltigeurs qui à l'époque avaient assassiné Malik Oussekine. Donc oui, cette unité doit être dissoute le plus rapidement possible. Merci. Pour la 3e année consécutive, le groupe de la France Insoumise avait envoyé une délégation en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et avec Mathilde Panot, je reviens donc de 10 jours de visite sur cet archipel à l'autre bout du monde. Un archipel qui, aujourd'hui, est au cœur des discussions institutionnelles, car après la tenue des élections provinciales repoussées depuis maintenant 2 ans, le gouvernement semble vouloir relancer les discussions pour un accord entre les différentes parties pour son avenir institutionnel. C'est pourquoi nous avons rencontré l'ensemble des groupes politiques, l'ensemble des organisations politiques qui ont souhaité nous rencontrer sur le territoire pour pouvoir échanger avec elles de leur vision du calendrier du gouvernement, mais également de ce qu'ils souhaitent pour la suite de la vie de cet archipel. Nous sommes également rendus dans les 3 provinces pour pouvoir rencontrer des acteurs de la société civile et pour pouvoir échanger avec eux sur la crise sociale, économique, sanitaire que vit ce territoire, vit ces populations depuis le passage en force du gouvernement sur le dégel du corps électoral en mai 2024. Et nous avons constaté, année après année, une dégradation des conditions de vie de nos concitoyens. Je pense notamment aux habitants des îles Loyauté qui sont privés de transport, qui ne peuvent plus se rendre sur la Grande Terre, qui ne peuvent plus se rendre à Nouméa pour pouvoir suivre leurs traitements médicaux de base. Il y a bien évidemment des pertes de chance. Il faudra analyser les taux de mortalité et la responsabilité du gouvernement qui ne fait rien pour répondre à cette urgence sociale. Nous avons donc pu constater tout cela dans nos échanges et de retour ici, nous réexigeons du gouvernement que des moyens soient mis pour répondre à ces urgences. Il n'est pas possible de continuer de prêter de l'argent à la Nouvelle-Calédonie. Il est indispensable aujourd'hui que l'État paye ce qu'il a cassé. Il faut aujourd'hui transformer ses dettes en subventions et il faut redonner de l'espoir à ce territoire. Et aujourd'hui, le gouvernement en est incapable.